De l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités sur le plateau, Justin Badjaliwa et Sogoyou Kegewe. Nous parlions avant la pause donc de la Libye. On promettait de revenir sur la célébration du 11e anniversaire du début de la révolte contre Muammar Kadhafi. On s'est séparé, Sogoyou Kegewe, sur la question même de la situation actuelle au niveau de la Libye. On a vu tous les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies pour arriver à trouver un premier ministre consensuel, Abdelhamid Dbeiba. Aujourd'hui, on a un autre premier ministre qui a été nommé. Dbeiba refuse de partir. Il dit qu'il ne cédera sa place qu'à des autorités issues d'une élection, ce qui replonge le pays dans une nouvelle incertitude. Eh ben, il a pris le pouvoir comment? C'est ceux qui lui ont donné le pouvoir qui reviennent lui dire de partir. Pourquoi il partirait? Puisqu'on ne lui a pas donné cadeau, hein, il a dû aussi lui faire des concessions. On ne nous les dit pas. Vous ne pouvez pas me soumettre à ces concessions et puis le jour où vous voulez, vous venez me dire non, il faut partir. Donc, dans tous les cas, la Libye n'est plus gérable. Les Nations Unies ne sont pas crédibles parce que c'est eux qui ont fait voter, comment vous appelez ça, des résolutions qui ont permis qu'on bombarde la Libye. Les Nations Unies ne valent plus tripette en Libye. Qui va écouter les Nations Unies? C'est qui les Nations Unies? L'OTAN est là. La seule force qu'on peut craindre, c'est l'OTAN. Mais l'OTAN ne reviendra pas bombarder la Libye, quoi qu'il arrive. On peut tuer Kadhafi à Benghazi. Il semble qu'il a eu que 2 ou 3 morts. Mais aujourd'hui, en Libye, tu peux bombarder, tuer 1000, 2000, 10 000 personnes. L'OTAN ne viendra pas. Parce que les gens ont déjà ce qu'ils cherchaient. Donc, quand vous dites anniversaire, un anniversaire, ça se fête. Vous dites-moi concrètement qui est en fête aujourd'hui en Libye. Qui est en train de fêter? Le gouvernement de l'Est ou bien celui de Tripoli? Les gens qu'on a instrumentalisés contre Kadhafi, aujourd'hui qui parlent de le fameux ministre de la Justice qui est allé à Benghazi pour Tahir Kadhafi, qui parle de lui. Même s'il est vivant, il ne peut pas du tout être fier de ce qui est arrivé. Parce que tous, d'ailleurs, c'était des petites marionnettes. Personne ne savait ce qu'on était en train de préparer pour leur pays. Ceci dit, moi je dis ceci. Que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, du Centre, du Sud, mais les Africains doivent faire attention. Quand vous êtes dans un pays qui est stable, ne vous amusez pas à le déstabiliser. Quel que soit ce qu'on vous promet. Mais les gens sont prêts à déstabiliser leur pays. Et après, on tombe dans ce qu'on voit. Qui aurait cru que la Libye peut être, devenir le champ de prédilection de tous les djihadistes du monde entier, de tous les escrocs du monde entier, de tous les négriers du monde entier. C'était le pays le plus discipliné, le plus ordonné, le plus pacifique. Donc, les Nations Unies ne pourront rien. Le Premier ministre, il est assis dans son bon droit. Haftar, de l'autre côté, il s'en fout complètement. Il y a le pétrole qui coule tellement, il y a tellement de dollars qui coulent dans ces caisses, à la limite, chacun des tenants du pouvoir là, chacun préférerait que les choses en soient là. Pourquoi si moi je suis Haftar ou bien l'autre, je vais vouloir élection et changement? Quelle élection? Ceux qui nous disent de faire les élections avec les terroristes au Mali, ils n'ont qu'à aller en faire en Libye, on va voir. Parce que la Libye était tombée dans les problèmes avec le Mali. S'ils veulent donner l'exemple d'un pays en guerre où on peut faire les élections, la Libye est l'exemple type. Ils n'ont qu'à organiser les élections en Libye. Est-ce que quelqu'un parle même de ça? Parce que les Libyens, c'est des Arabes. Dans la tête du blanc, c'est mieux que le nègre. Donc le nègre, on peut lui dire tout ce qu'on veut. Donc personne n'ira aujourd'hui dire aux Libyens, il faut faire les élections. Est-ce que vous voyez? Oui. Alors donc, oui. Mais ma curiosité aussi sur cette affaire de la Libye, c'est que c'est le silence aussi de l'Union africaine, l'incapacité aussi de l'Union africaine de pouvoir s'ingérer dans cette affaire. C'est vrai qu'au début de la crise libyenne avec Kadhafi, l'Union africaine avait tenté de dissuader Nicolas Sarkozy de ne pas intervenir, mais après, ils ont laissé faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont conscients aussi des enjeux qui se jouent là-bas, mais ils pensent que l'Union africaine aussi doit pouvoir faire sa partition en intervenant d'une manière ou d'une autre. Maintenant, se pose la crédibilité de nos institutions. L'Union africaine aujourd'hui n'est plus aussi crédible comme on le pense. En temps normal, l'idéal reste que l'Union africaine s'impose. C'est un problème africain. Il faudrait que l'Union africaine s'impose de son poids à pouvoir gérer. Malheureusement, nos chefs d'État ne sont pas en mesure de pouvoir aussi gérer. Ça aussi, c'est une autre faiblesse aussi de nos institutions. Si l'Union africaine avait cette possibilité, cette d'institutions panafricaines
qui peut régenter sur le plan africain, je pense. Autrement dit, on ne peut pas en arriver aussi là. Maintenant, il faudrait quand même que les leviers du pouvoir, l'Union africaine, la communauté internationale, qui ait aussi cette concertation. Parfois, on a à tort ou à raison, on se dit est-ce que ça se fait vraiment. Mais pour l'avenir de ce pays, c'est important que les Libyens eux-mêmes, qui ont été pendant longtemps instrumentalisés, décident, parce que personne ne viendra vraiment le faire à leur place. Les Occidentaux qui ont créé le chaos n'ont pas même intérêt, comme il l'a dit, n'ont pas intérêt à la stabilisation de ce pays. C'est ce que les Libyens doivent comprendre. Sans quoi, on ne s'en sortira. Oui, je vais rebondir sur l'histoire de l'Union africaine. L'Union africaine, c'est qui? Vous êtes une union assise à Addis Abeba, votre budget est financé par les autres. Celui qui donne l'argent, c'est lui qui donne les ordres. Les seuls chefs d'État, à l'époque, qui ont quand même dit clairement leur crainte de ce qu'il adviendrait en Afrique si la Libye tombe, je crois que c'est Toumani Touré et Idriss Déby. Ils sont où aujourd'hui? Est-ce que c'est un hasard? Ils sont où aujourd'hui? Donc les présidents de l'Union africaine, ils savent ce qui arriverait au premier qui lève le doigt. On te tape le doigt, on te le coupe. Et si ça ne suit pas, on te coupe la tête. C'est quoi l'Union africaine? Aujourd'hui, ce qui s'est passé à cette époque, où les présidents de l'Union, les gens de l'Union africaine ont suivi Sarkozy les yeux fermés, mais ils sont en train de répéter la même chose en suivant aujourd'hui Macron les yeux fermés. Ce qu'on a fait à la Libye, on est en train de le faire au Mali. Et l'Union africaine ne lèvera pas le doigt. La CEDEAO ne lèvera pas le doigt, l'UEMOA ne lèvera pas le doigt. Parce que chacun sait ce qu'il lui en coûte de lever le doigt. Donc oubliez tout ça là. Oubliez tout ça, l'Union africaine. Ça veut dire que ce problème ne peut pas être réglé entre Africains? Tu n'as jamais vu un problème réglé entre Africains? Aujourd'hui, les Maliens sont en train de malmener les terroristes. Est-ce qu'il n'est pas temps que les Africains envoient leurs soldats les appuyer pour les mettre hors du Mali? Mais les erreurs que nous commettons avec le Mali, tout comme avec la Libye hier, c'est la chute de la Libye qui a permis aux terroristes de déferler au sud pour arriver dans le Sahel et bientôt sur nos côtes. Alors, est-ce que les gens se rendent compte des conséquences de l'effondrement du Mali? Mais personne ne se pose la question. Si le Mali s'effondre, mais tout autour, il n'y a rien. Barkhane ou pas Barkhane, le Niger sera déstabilisé. Le Burkina, c'est déjà fait. Heureusement, eux, ils ont fait un coup d'État démocratique. Vous savez, hein, il y a des coups d'État démocratiques. Hein, et comme par exemple le petit Déby, il a fait un coup d'État démocratique. Macron est allé le féliciter. Alors, les Burkinabés ont fait un coup d'État démocratique. On ne les condamne pas trop. La CEDEAO, brusquement, est devenue muette. Et Macron et son Le Drian ne s'agitent plus. Pourquoi le coup d'État là-bas est démocratique? Parce que Macron vient d'annoncer triomphalement que le Burkina va accueillir Barkhane. Donc, on voit pourquoi son coup d'État est démocratique. Au Mali même, le premier coup d'État, il n'y avait pas de problème. Dès qu'on a mis le vieux général là qui va à l'Élysée cirer les chaussettes du petit Macron, c'était un coup voilà. C'était un coup d'État démocratique. C'est parce que les autres, les colonels, disent non. Nous, on est africains, on aime notre pays, on veut qu'il soit traité comme tous les pays respectables du monde. Voilà où est le problème. Et son coup d'État est devenu un coup d'État à problème. Si la France, épaulée par nos pays, installe dans la tête de nos citoyens qu'il y a de bons coups d'État et de mauvais coups d'État, mais bonjour les dégâts. Tous les coups d'État doivent être condamnés. De la même manière, dès que vous interrompez un processus démocratique, on doit vous condamner sans appel. Vous ne pouvez pas vous précipiter à N'Djamena, embrasser le petit Déby, le congratuler, alors que lui, le papa, il a été tué. Hein. Vous vous imaginez si Goïta avait tué quelqu'un? Vous vous imaginez? Mais ça va. On a tué, d'ailleurs le vieux, il devenait gênant, il osait même parler contre la France-Afrique. Bon, il faut le tuer, on l'a tué. Son tombeur, il est félicité. Hier, je l'ai vu en costume, c'est grave. D'habitude, il est toujours dans la tenue militaire, mais à l'Élysée, je l'ai vu en costume, la main dans la poche. Et il ne sait même pas que quand on fait photo avec un président, on ne met pas la main dans la poche. Mais il avait la main dans la poche. Parce que là-bas, il fait ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas sérieux. La Libye ne peut pas se retrouver. Personne n'a intérêt à ce que la Libye se retrouve
Et il en sera ainsi. De fait, le pays est déjà coupé en deux. Mais si ça s'arrête à 2 morceaux, c'est déjà bon. Vous verrez qu'il y aura 2, 3, il y aura 4 morceaux de la Libye. Et puis on n'en parle pas. Et vous évoquiez hein, cet aspect aussi important. C'est vrai qu'on parle dans le cas libyen de l'ONU, on parle de l'Union africaine, on parle de communauté internationale. Les Libyens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Les Libyens, comme l'avait dit plus haut, les Libyens sont instrumentalisés depuis longtemps. Et vous savez, lorsque on est dans cette dynamique, c'est l'intérêt personnel qui compte. De plus en plus, les gens pensent à eux d'abord. Ils pensent à eux d'abord. C'est parce qu'ils pensent à eux d'abord qu'aujourd'hui, ils n'ont même pas intérêt à ce qu'il y ait des élections. Parce qu'il y a des élections, il y aura de l'ordre. Il y aura un État unifié, un gouvernement unifié. Chacun ne va plus tirer du profit. Les pétrodollars qui vont passer par là, ils n'auront plus ça. Donc, lorsqu'il y a la guerre, ça profite à beaucoup d'acteurs. Et c'est pour cette raison, les belligérants, très souvent, c'est souvent difficile de faire arrêter une guerre. On sait quand elle commence, mais on ne sait pas véritablement quand est-ce qu'elle finit. Donc, du coup, moi, je dis aujourd'hui, les Libyens, peut-être qu'il faut un soutien patriotique de certains acteurs pour les amener progressivement. Mais ça va prendre du temps, parce qu'aujourd'hui, ils ont déjà pris l'habitude de vivre avec le conflit, avec les groupes armés, et ils se débrouillent pas mal. Il y a de l'argent toujours dans le pays. Ils ne sont pas en difficulté financière, hein. Je ne suis pas sûr. J'ai suivi un reportage tout récemment. Ils ne se plaignent pas fondamentalement. C'est la communauté internationale qui fait un peu, les soi-disant communauté internationale qui se dit préoccupée. C'est le discours des Nations Unies aussi. Ils se disent préoccupés par la situation. Mais si les Libyens eux-mêmes étaient préoccupés, ils pensent qu'il doit y avoir des manifestations, il va y avoir des mouvements pour dire qu'il faut que les acteurs s'entendent, il faut que les acteurs fassent ceci, cela. Mais pour l'instant, si on ne voit pas ça venir, c'est là, il dit tout simplement que fondamentalement, ces acteurs ne sont pas véritablement préoccupés par le changement que nous, vu de l'extérieur, nous voulons pour ce voir. pays. Oui, Samuel, je vous ai dit au départ que la Libye, c'était quoi? 3 entités, Cyrénaïque, Tripolitaine et Fezzan. Et à l'intérieur de ces entités éparses, mais la Libye, c'est les tribus. Oui. C'est les tribus. Et les tribus, à la limite, se faisaient la guerre. C'est tout ça que Kadhafi a pu réunir. À partir du moment où celui qui les a réunis est mort, dis-moi qui va les réunir. Ils vont continuer comme avant. Les tribus, et puis il y a la manne pétrolière. Chacun a ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu fais d'un État unifié? L'État unifié, par exemple, empêcherait que les Libyens vendent les noirs migrants qui vont vers la Méditerranée. Parce qu'un président à Tripoli, on ne peut plus vendre les noirs en Libye. Ça fait beaucoup de pertes pour eux. Et beaucoup d'autres avantages contre nature. Mais ils tiennent à ça. Alors, ceux qui ont fait ça, eux, donc les Libyens, vous dites, et les Libyens eux-mêmes. Il n'y a pas de Libyens eux-mêmes. Ça n'existe pas. Les Libyens n'existent pas. Mais ils ont vu la différence hein, depuis 11 ans. Le pays que Kadhafi a laissé, le pays qu'on voit aujourd'hui déchiré en 1000 morceaux. Les immeubles, les gratte-ciel qui sont complètement effondrés. Je ne pense pas que ce soit ce qu'ils veulent pour le pays. En 2008, j'étais à Tripoli. J'ai animé des émissions de télévision dans une télévision qui était censée être celle du fils de Kadhafi. Mais tout cela a été rasé par les bombes. Tu comprends, non? On a tout rasé. Mais ils peuvent quoi? Puisqu'au départ, ils se sont laissés abuser. Les Libyens aujourd'hui, bon, si toi tu as ta rente pétrolière, tu as ta rente dans les oasis où Kadhafi a créé des oasis avec le fleuve artificiel, il y a des champs, toi tu tiens ta rente dans ton oasis, tu as tes chameaux, tes machins. Tu t'en fous complètement de ce qui se passe à Benghazi, à Sirte ou à Tripoli. Ils s'en foutent. C'est ça le problème. À partir du moment où chacun a des revenus confortables, ils ne s'agitent pas. Les Européens, les Français, ils savaient ça. Ils connaissent parfaitement l'histoire de la Libye. Depuis la guerre avec les, comment on l'appelle, les Romains, les machins dans le désert de Tripoli, de Libye, ils connaissent la Libye par cœur. Et ils connaissent les résultats. Quand ils ont attaqué, torpillé, bombardé, ils savaient que la Libye ne se relèverait jamais. Les cris d'orfraie, c'est des cris de principe que l'ONU, l'OIA, machin, ils ne feront rien, il n'y aura pas d'unité, il n'y aura pas d'élection, rien. Peut-être ce qu'on peut leur souhaiter, c'est de retrouver un nouveau Kadhafi.
Mais le fils de Kadhafi est là. Il est d'ailleurs le seul Libyen qui a dans sa tête l'ensemble de la Libye. Sinon, comme je vous dis, chacun pense à un morceau donné de la Libye. Il est le seul. Et au moment des candidatures, à un moment donné, il semble que sa candidature devait être rejetée. Oui, mais après, on dit, bon, elle est acceptée. Oui. Mais personne en Occident n'aimerait voir le petit Kadhafi au pouvoir parce qu'il détient trop de secrets. En tout cas, pas Sarkozy. Parce que c'est le petit là qui détient les secrets de l'argent qu'on lui a donné. D'ailleurs, le petit Kadhafi, Saïf al-Islam, il a failli se faire assassiner par un commando. C'est les Russes qui l'ont sauvé. Il ne va pas oublier ça. Si on veut te tuer, quelqu'un te sauve. Tu ne vas pas oublier ça. Donc personne là-bas n'a intérêt, pas Tony Blair, pas Sarkozy ou l'autre Obama n'ont intérêt à voir le petit Kadhafi au pouvoir. Mais un jour ça viendra. On leur souhaite cela. On passe maintenant au dernier sujet, le Togo. Maintenant, on va parler du harcèlement sexuel et des viols en milieu hospitalier. C'est un acteur du milieu qui fait la dénonciation. Il est à la tête du SEMFOT, le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Dans un tweet qu'il avait publié, il a dénoncé donc cette situation. Un mal ronge notre système de santé, a écrit le docteur Gilbert Tcholignanou dans un tweet dans lequel il a directement interpellé Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogben. Nous avons reçu plusieurs plaintes et leur recrudescence m'amène à briser le silence. Des étudiantes en médecine, élèves, infirmières, sages-femmes et femmes agents de santé se plaignent de harcèlement et de violence. Alors, c'est ce qu'il dit en substance. Certains même disent avoir subi carrément des viols. Pour l'acteur de la société civile que vous êtes, Justin Badjaliwa, on ne reste pas insensible à ce genre de choses. Justement, on ne reste pas insensible à ces situations. Pour moi, c'est un fléau, c'est un phénomène qu'il faut combattre. Et c'est un phénomène qu'il faut combattre en ce sens que ce n'est pas la première fois, même si Gilbert Tcholignanou vient de rompre avec le silence par rapport à ça. Je pense que c'est un phénomène qui est pratiqué dans les services. Au-delà du service hospitalier, je pense que dans l'administration générale, dans les sociétés, dans les entreprises, il y a toujours le harcèlement sexuel. Donc, aujourd'hui, c'est un constat qu'un acteur majeur fait de cette situation. Et nous sommes très préoccupés par cette situation parce que les femmes, nos soeurs, nos jeunes filles, nos grandes soeurs, nos mamans, nos soeurs, ne doivent pas avoir des problèmes dans leur lieu de travail à la faveur du sexe, au gré d'un homme. Je pense que ces attitudes doivent être combattues. Et nous disons que plusieurs acteurs de la société civile mènent des activités sur cet aspect pour dénoncer, pour encourager aussi les filles, les femmes à dénoncer. Parce que il y a des stéréotypes. Le monde culturel dans lequel nous vivons aussi fait que les femmes, parfois, elles se résignent. Elles se refusent même de porter plainte, de dénoncer. Pour dire, parce qu'il y a eu, il me rappelle, en 2013, nous menons un projet sur l'harcèlement sexuel dans le milieu professionnel. Nous avons été surpris de certains témoignages de certaines femmes. Il y a une dame qui est cadre de banque. Elle a dû abandonner son poste tout simplement parce que son patron le harcelait tellement. Elle était mariée. Elle a été obligée de démissionner. De démissionner. Son mari disait de porter plainte. Elle dit non, elle ne veut pas porter plainte. Donc vous voyez, la perte de cet emploi, quels sont les impacts que ça a sur sa vie, ses parents. C'est extrêmement grave pour nous, cette situation. Et il sait que le législateur togolais a pris plusieurs dispositions pour encadrer ce domaine. L'article 399 et 400 du code pénal, de notre code pénal, prévoit, définit le harcèlement sexuel et prévoit les peines. Et surtout, l'article 400 dit clairement que lorsque c'est une autorité, une personne qui a de l'autorité et qui abuse de cette autorité, la peine est de 3 à 5 ans de prison. Je pense que fondamentalement, ce qu'il y a lieu de faire, il faut encourager nos soeurs
maman, nos collègues Oui. à dénoncer. Parce que c'est l'impunité qui est pour moi, qui est le moteur. L'impunité est le moteur de cette situation. Imaginez qu'on dénonce une, deux, trois personnes qui se retrouvent devant le juge et passer un bon moment en prison ou bien quelques mois en prison. Ils pensent que ça peut faire réfléchir certains acteurs, certaines personnes. Parce que pour moi, c'est ne pas reconnaître la dignité de la femme en posant ces actes. Hein. Lorsque les gens n'imaginent pas les conséquences psychologiques, morales que les femmes subissent lorsqu'elles sont dans cette situation. Et il est important qu'on continue par sensibiliser les femmes à la culture de porter plainte. Parce que lorsqu'il y a de ces choses, parce que Gilbert Kiolayan le dit, il a reçu à plusieurs reprises, mais il a dû se taire. Mais à un moment, il s'est dit, ben, il faut quand même en parler. Imagine toutes ces femmes, ces jeunes filles, qui, certains peuvent abandonner l'école à cause de ça. Oui. Parce que son chef, son collègue ou son chef le harcèle au service, c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut donner cette liberté à nos femmes, à nos soeurs, de pouvoir vivre normalement comme nous. Parce que continuer par le faire, c'est nier aussi l'existence de la femme. J'ai discuté de ce sujet avec un médecin en lui posant la question, est-ce que le fait que dénonce le docteur Tcholenyanou est une réalité à la mesure de ce qu'il dénonce? Et la réponse qu'il m'a faite est sidérante. Il dit, mais c'est comme une culture dans le milieu. Et si vous êtes sage-femme, surtout en formation, et que vous ne cédez pas à ces avances, c'est que vous risquez de ne pas finir votre formation. Oui, Samuel. Vous savez, Tcholenyanou, c'est un acteur que j'appelle politico-syndicaliste. Il est connu. Il faut lui reconnaître le courage d'avoir fait ce que tout le monde a ça dans son domaine d'activité et qui ne dénonce pas. Si toi-même tu n'es pas sain, tu ne peux pas dénoncer. Si toi-même tu as déjà violé une employée de bureau, tu ne peux pas, quand on vient te dire que ton directeur ou ton secrétaire a violé une femme, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu le dénonces, mais lui, il est au courant de ce que toi aussi tu as fait. Moi, je dis ceci. Il y a beaucoup de gens, d'hommes, qui pratiquent le droit de cuissage. Oui. Comme tu l'as dit, la pauvre fille a réussi laborieusement un concours pour faire l'école des infirmières, l'école des sages-femmes. Tout, si elle est belle, hein, le premier problème, c'est quand elle est belle. Tout professeur qui intervient croit qu'il lui faut, excusez-moi le terme, tirer un coup, et le nombre de coups seront proportionnels aux notes. Mais ça, c'est l'hôpital. Et l'enseignement, Samuel, vous n'êtes pas au courant de combien de jeunes filles tombent enceintes au cours de l'année? Mais vous croyez que ces petites filles-là, c'est de gré qu'elles tombent enceintes? Non. Mais il y avait des lois dans ce pays qu'on appelait, je crois, la loi du 5 mars. Mais tout a été torpillé à la conférence nationale parce que ce n'était pas démocratique. Mais voilà la démocratie que vous avez instaurée. De quoi vous vous plaignez? Laissez les filles, les femmes se faire violer. Le plus grave, c'est les femmes mariées. La fille violée peut porter plainte. Mais la femme mariée se dit, mais je vais aller en public dire que tel m'a violé et mon mari va faire comment? Si c'est un belliqueux, il ramasse sa carabine, il va enfoncer la tête à l'autre. Je fais comment? Et même si elle a fait, je ne gagne pas le procès. Je fais comment? Donc c'est ça. Il faut, vous les acteurs de la société civile, moi je crois qu'il y a beaucoup d'associations de femmes. Je ne vois pas une femme seule, après le viol, aller s'asseoir devant un juge pour dénoncer. Mais elle peut aller à une association qui lui serve de relais pour dénoncer. Sinon, elle-même aller décrire comment on l'a violée. Vous voyez vous-même à quelle deuxième torture vous la soumettez. Mais le droit de cuissage existe partout, dans tous les services, qu'ils soient publics ou privés. Il existe. Tcholenyanou, bravo. Toi, tu as eu le courage d'en parler. Mais les autres... Mais Tcholenyanou, j'espère que toi aussi, tu n'as jamais brouté l'herbe du pré. Sinon, un jour, ça va te tomber sur la tête. Il faut faire des lois. Le viol dans tous les pays du monde est sévèrement condamné, quel que soit ton rang social. Mais Bill Clinton a risqué sa carrière
à cause d'une stagiaire. Il ne l'avait même pas violée, hein. Elle était consentante. Hein. Oui. Mais il a risqué, en tant que président de la première puissance mondiale, il a risqué son poste à cause de ça. Alors, maintenant, les gens sont ici, ils s'amusent. Une petite fille vient, elle demande stage. On doit d'abord voir la culotte. L'autre passe, elle veut, on veut voir ceci. Une fille ne peut pas avoir un problème. Je dis aussi bien privé que public. Hein. Oui, oui. Hein? Une fille ne peut pas venir te voir, te demander, ah grand frère, vraiment j'ai tel problème. Non, on va voir ça d'abord. Mais c'est comme ça. Et vous avez du travail, un travail immense. Maintenant, Tcholounianou, en s'adressant au Premier ministre, le problème n'est pas politique, le Premier ministre va faire comment? Bon, c'est une femme, c'est une maman. Oui, mais elle va faire comment? La situation. Elle ne va pas aller déposer plainte à la place des victimes. À la limite, le Premier ministre peut encourager, comme je l'ai dit, des associations de femmes à se pencher sur ces cas de viol. Moi, je trouve que les viols, c'est inhumain. Et tout le monde. Mais nous avons tous des sœurs, nous avons des mères, nous avons nos femmes. Si ta femme vient te dire qu'on l'a violée, si ta fille vient te dire qu'on l'a violée, si ta maman vient te dire qu'on l'a violée, comment tu réagirais? Alors, la façon dont tu réagirais, tous les Togolais devaient se mettre ensemble pour réagir comme ça devant de pareils cas. C'est horrible. C'est pire que terroristes, Boko Haram, djihadistes, tout réunis, c'est pire que ça. Voilà. Violer, c'est pire que ça. Voilà. Alors, donc, ici, on a quand même la situation qui se présente. C'est vrai que quand vous allez dans tous les milieux de travail où il y a des hommes et des femmes, il y a des relations interhumaines. Ce n'est pas ce qu'on dénonce ici. Mais ce qu'on dénonce fondamentalement, c'est le harcèlement, surtout de la position où se trouve le supérieur par rapport à l'inférieur, l'élève infirmière, la sage-femme, l'agent de santé, qui, on le sait, c'est parce que c'est le docteur, c'est le professeur, il y a le respect et l'autre profite de cette situation. C'est ce qui fait mal dans ce milieu. Oui, c'est clair, vous avez tout dit. En fait, c'est cette position parfois entre le chef hiérarchique et son subordonné. C'est vrai que fondamentalement, dans la plupart des cas qu'on observe, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a le chef, la secrétaire qui est là. Bon, parfois, c'est des petits mots. Tu es belle, tu es jolie ce soir. Comment? Tu vois, il y a ces petits moments où les hommes utilisent quand même pour attirer l'attention et endormir l'autre. Oui, mais ça, moi, je veux dire, ça, c'est pas un problème. Oui. Que je sois le patron et que je dise parce que la secrétaire te plaît, tu lui dises tu es belle, je ne vois pas qu'il y a un problème là-bas. Oui. Si elle accepte à la fin, il y a pas, le problème ne se pose pas. Mais c'est quand vous commencerez peut-être, parce qu'elle vous dira non, je suis marié, non, je ne suis pas intéressé, et que vous n'allez pas respecter sa volonté, là, il y a un problème. Oui, c'est ça. C'est là où j'en viens. Le début, c'est vrai, ce sont les petits mots qu'on essaie, mais au final, l'objectif, c'est de coucher avec elle ou bien avoir des faveurs sexuelles contre son gré. Oui. C'est ce que dit le code pénal, hein, l'article 399, si vous permettez, qui constitue un harcèlement, le fait pour une personne d'user des ordres, des menaces, des contraintes, des paroles, des gestes écrits ou à tout moment dans le but d'obtenir d'autrui contre son gré des faveurs sexuelles. Donc c'est vraiment fondamentalement, si elle accepte, bon, ce n'est plus un harcèlement. En tout cas, elle accepte, ce n'est pas un harcèlement, mais lorsque elle refuse et que vous forcez, et puis ça la met vraiment mal à l'aise dans au milieu du travail. Je pense que c'est ce que le législateur dit dans notre code pénal. Défini comme ça, nous allons tous finir en prison. Ah oui. Ah oui. Nous allons tous finir en prison. Ça, le législateur l'éventail est trop large. On sera tous en prison. Surtout que c'est un milieu professionnel. Et puis, beaucoup plus. Ce qu'on regrette, c'est vraiment un milieu professionnel. C'est-à-dire que tu peux harceler une fille, pas forcément un milieu. Monsieur Badalioua, maintenant, quand c'est la fille qui harcèle l'homme, ça dit que l'infirmière, la sage-femme qui harcèle le docteur, on fait comment? Mais ça, c'est aussi du harcèlement. Parce que ça aussi, c'est un aspect sur lequel je n'étais pas revenu dans ma discussion avec le médecin. Oui.
il a exposé la situation. Il dit c'est vrai ce que le docteur Tcholonienwa a présenté, mais il dit mais écoute Samuel, il y a des cas où quand tu vois la jeune dame, celle qui est en stage ou ce qui se dit en apprentissage, sage-femme, infirmière, tu vois son comportement envers le médecin, tu vois son habillement, tout est une invite finalement. Invitation au viol. Voilà. Mais cela dit, nous sommes des êtres humains. La tentation, elle est toujours parfois grande. Mais on doit pouvoir on doit apprendre aussi À se maîtriser. à se maîtriser. Ouais. Comme vous le dites, il y a des filles qui essaient comme on le dit, entre guillemets, biper les hommes. Maintenant, si tu es un homme facile, comme le dit Gou, mais vous tombez, parce que dans certains pays européens, par exemple en Russie, en France, aux États-Unis, enfin nos chefs d'État ou bien nos ministres, quand ils vont, on essaie quand même de mettre certains filles à côté lors des négociations. On essaie de piéger nos acteurs politiques là, à cause on met les filles dans certains hôtels, on essaie de les piéger, mais lorsqu'ils ont un peu le vent par poupe, ils peuvent lâcher. Et demain, lorsque vous voulez en parler, bon, on peut vous montrer les images, les vidéos, photos. Ouais. Ce que nous disons aujourd'hui... Avec les footballeurs. Les footballeurs également. Ouais. Ce que nous disons aujourd'hui, il faut que de plus en plus, c'est que parfois aussi, on manque aussi de la considération aussi pour ces êtres. On se dit, bon, c'est une femme, bon, c'est quoi? Non, il faudrait quand même que, au nom de la dignité humaine, comme M. Kegeo le disait, parfois il m'interroge, il me dit, mais si c'est ma soeur, à ma soeur qu'on faisait cela, quelle serait ma réaction? Si c'est ma fille, à ma fille qu'on faisait cela, quelle serait ma réaction? Naturellement, tu ne seras pas content. Du moment où tu ne seras pas content, il faudrait aussi ne le faire pas aussi à l'autre. Ce que nous demandons aujourd'hui, les organisations de la société civile font un travail titanesque pour continuer par faire la sensibilisation et les sensibilisations, les formations. Il faudrait que les filles, c'est-à-dire que dans ce domaine, que ce soit le viol ou les éléments de preuve sont très, 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 très pertinents. La preuve, le législation le dit par tout moyen. Aujourd'hui, il y a le WhatsApp, il y a les écrits que vous pouvez garder. Parce que demain, le monsieur peut dire non, il ne t'a jamais appelé. Que parfois, c'est toi qui le dis parce que tu as besoin de l'argent. Il suffit de le montrer, de montrer au juge. Voici les images qu'il m'avait demandé. Voici les messages qu'on s'était écrits. Et ça constitue un élément de preuve irréfutable pour que lorsque le monsieur ne veut pas reconnaître, parce que parfois on oublie, tu peux oublier, et après quelques années, comme en Europe on le fait, après 10 ans, 20 ans, vient te flanquer une histoire que, comme quoi tu avais violé une fille il y a 20 ans. Ouais. Bon, cette culture n'est pas encore effectivement chez nous, mais c'est pour nous mettre en garde, que ce soit les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, on doit être éveillés par rapport à ça. Maintenant, les femmes doivent aussi, nous aussi, les hommes doivent aussi faire attention, parce qu'il y a des filles qui savent biper. Alors, c'est qu'en passant par toi, d'une manière ou d'une autre, peut-être que tu vas céder. Si tu es un homme facile, comme on le dit, tu peux céder. Donc, il faut la démontrer à un moment aussi que non, vous n'êtes pas un homme facile, vous avez aussi votre épouse à la maison, votre petite amie. Que vous aimez bien. En tout cas, les bipeuses, c'est pour les jeunes comme vous. Parce que les vieux clous comme moi, elles gagnent quoi? Pas grand-chose. Hein. Les bipeuses en sont derrière les jeunes qui ont de l'avenir, qui l'ont déjà ou bien qui bientôt vont l'avoir. Est-ce que vous voyez? Mais là-bas aussi, je crois qu'il faut mettre chacun devant sa responsabilité. Mais arriver au consensus que le viol est un crime. Oui. Si nous tous nous arrivons à ce consensus, on peut commencer maintenant à chercher les solutions à cet état de choses. Parce que je répète que c'est difficile à une femme mariée d'aller dire on m'a violé. Son mari même va commencer à la tabasser. Comment tu as fait, on t'a violé? À la maison ici, quand je veux, tu refuses, je lutte jusqu'aux choses, je n'ai rien. Et toi, comment tu as fait, lui, il a réussi à te violer? Donc, c'est pas facile. À plusieurs égards, c'est pas facile. Donc, ce qu'il faut faire pour leur faciliter la parole, d'être capable d'aller le dire, c'est ça que nous devons chercher à trouver. Et justement, vous avez commencé par le dire tantôt en posant la question sous l'angle du Premier ministre. Moi, j'imagine, le Premier ministre a été interpellé, mais la loi existe qui punit déjà. Donc, il faut faciliter la parole à ces femmes. Voilà. Donc, vous pensez que c'est les associations de défense féminine qui doivent dire oui, leur mot? parce que je dis, la femme seule, après le viol,
aller s'asseoir devant un juge ou un avocat pour raconter, d'abord raconter ça, ce qu'on lui a fait malgré elle. Elle pleure. Surtout elle fait quand tout. le juge est un homme. Voilà, et elle va, le juge ici c'est un autre pervers, il va goûter lui aussi. Donc on ira de viol en viol. Donc il faut qu'il y ait des associations avec des gens crédibles, hommes comme femmes, hein. Ça peut être comme des hommes, comme des femmes, hein, pour porter la parole de ces victimes-là devant les juridictions. À la limite, c'est au dernier moment qu'on fait venir la victime. Voilà. Samuel m'a violé. Bon, l'association X m'écoute, va voir le juge Y. On convoque Samuel. Et c'est au dernier moment qu'on me fait venir. Voilà. Sinon, elle seule, le jour où elle va chez le juge, elle sort. Et le violeur sait qu'elle... Mais elle peut être menacée. Oui. Elle peut être menacée. Oui, oui, en réalité, les associations le font, par exemple GFDD, qui s'occupe de la protection des femmes, UDAF. Ces associations le font. Nous recevons, quand on reçoit aussi, parfois on le fait. Mais, comme on le dit, le texte existe. Que ce soit dans le code du travail, dans le code pénal particulièrement, je pense que le législateur l'a prévu. Que ce soit même dans l'ancien code pénal, c'était prévu. La sanction, la définition, les sanctions par rapport au harcèlement sexuel. Mais est-ce que vous avez connaissance de faits pareils dont on a abouti à des condamnations? Oui, à notre niveau, Castille, non, on n'a pas. Mais je pense qu'à niveau de GFDD, j'ai entendu quand même sur des cas, qu'ils ont travaillé sur des cas où ils ont porté certains cas devant les juges. Mais par rapport à la condamnation, je n'ai pas beaucoup d'informations par rapport à ça. La réalité, c'est que, comme on le dit, nous sommes dans un... Il faut tenir compte aussi du milieu culturel, du milieu dans lequel nous vivons. Oui. En Afrique, les femmes ne sont pas souvent prêtes à aller dénoncer facilement un homme, même si c'est pas un homme qui lui aurait fait des choses. C'est-à-dire qu'elle peut en parler à sa copine, à une camarade, et bon, elle dit non, ça s'arrête entre nous, parce que aux yeux de la société, c'est une honte, lorsque... C'est ce que j'ai dit. Alors que dans la culture occidentale, oui, c'est plus facile. Parfois même, en Europe aussi, c'est difficile de dénoncer en même temps. Mais des années après, elle dénonce. Il y a le travail qu'il y a lieu de faire, c'est que nous allons continuer par sensibiliser. Parce que la culture de porter plainte, ça va aller aussi progressivement. Il faut que les gens comprennent le bien fondé. Parfois aussi de sensibiliser aussi les hommes pour que les hommes arrêtent de déranger les femmes des autres. Au service en plus. Ça peut s'arrêter? Ça peut s'arrêter si on commence par punir les présumés auteurs. Moi je le dis, parce qu'il faut aussi le moteur. Parce que je me dis aussi que l'autre chose, c'est qu'il faut éviter aussi de créer une psychose dans les services, en se disant, bon, ben, il y a l'autre là qui m'intéresse, si je le fais, je risque la prison, attention, ça risque de créer aussi une psychose. Il faut savoir situer les niveaux dans chaque cas aussi. Oui, mais je dis toujours aussi que nous avons un problème en Afrique. C'est que parfois on ne mesure pas les actes qu'on pose. On pose certains actes, on ne réalise pas que non, ça c'est une infraction en fait. C'est-à-dire que le gars qui viole ou bien qui harcèle la femme ne sait pas qu'en réalité c'est une infraction pénale. C'est une infraction pénale, il ne le sait pas. Et il y a plein de cas dans les situations où il était au village, je ne sais pas, une fois on causait avec un de mes grands frères, on parlait d'une histoire à la gendarmerie, il disait qu'il a tapé quelqu'un, que bon... La personne l'a provoqué sous un pot de tchouk et puis bon, lui aussi l'a tapé. Il dit, mais ça c'est pas non. Que non, il faudrait que lui démontre que non, que lui aussi est fort. Que non, c'est une infraction, à partir de là, c'est un délit commun, tu peux le tuer sous le coup de la couleur. Donc il faut que les hommes, la société comprenne que quand je pose un acte, quelle est l'implication que ça donne? Est-ce que c'est une infraction ou pas? À partir de ce moment, je pense il y a certains comportements que nous menons ici. Lorsque nous traversons la Méditerranée, nous ne posons pas ces actes. Beaucoup ceux qui ont la chance de voyager, tu ne vas pas aller à Paris, quelque part uriner quelque part comme chez nous ici. Oui. Donc, c'est pour dire que ces comportements, le harcèlement, le viol, c'est un crime. Et le viol, il y a beaucoup de personnes qui sont détenues dans nos prisons aujourd'hui pour viol.
Et ça, les magistrats le font. Il y a ils sont fondamentalement punis. Mais pour le harcèlement sexuel, comme on le dit aujourd'hui, c'est un phénomène qui a existé dans nos administrations, que ce soit publiques, parapubliques, ça a toujours existé. Beaucoup de filles, femmes ont eu de l'emploi aujourd'hui parce qu'elles elles ont dû céder par un moment. Malheureusement. Maintenant, on se dit, en termes de mesures, c'est vrai que Gilbert a interpellé la Première ministre, mais le gouvernement doit réfléchir aussi par rapport, parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir des textes. L'application pose, est-ce que l'application pose problème, ou bien c'est parce que les gens ne portent pas des plaintes, ou bien on porte plainte et puis on n'instruit pas, les juges ne suivent pas. Donc, ce sont des questions sur lesquelles on doit travailler et peut-être même mettre dans les services des mécanismes qui permettent de veille, qui permettent d'attirer l'attention du chef de la maison, du service, que voilà, il y a ceci, il y a cela, et que d'interpeller ces personnes qui le font. Si vous sortez hors du service, chacun vous draguez, c'est tant mieux. Ce n'est plus le problème seulement au milieu. Samuel, cette histoire de viol dans certains pays trouve des solutions radicales. Moi, j'ai vu en Somalie, on a pris un violeur, on l'a amené chez le juge. Vous savez que la Somalie, c'est l'islam. Oui. Donc, on l'a amené chez le juge, chef musulman. C'est simple, on l'a tenu, il a tenu et les couilles et le zizi. On a coupé, on a jeté au panier. Viol. C'est pour vous dire que dans toutes les cultures, c'est grave de violer. C'est grave. Parce que violer et puis on ne te fait rien, la fille là, elle en souffre toute sa vie. Hein. C'est toute sa vie qu'elle va en souffrir. Hein. Et puis bon, toi tu es là. Et puis tu vas de promotion en promotion, ça va. Ça te permet de violer encore d'autres, ainsi de suite. C'est pas bon. Le docteur Tcholédiano a commencé son tweet en écrivant « Un mal ronge notre système ». Donc si on s'en tient à cette phrase, c'est comme on peut dire celles qui sont déjà en activité aujourd'hui, les prédécesseurs ont subi ça. Alors je veux revenir aussi sur la culture du silence. Ce qu'on voit ailleurs, c'est que peut-être celles qui ont réussi à sortir, c'est elles qui vont se mettre ensemble, qui vont créer une association. Voilà. On n'a pas ce genre de choses ici aussi. On a l'impression que, bon, moi je m'en suis sorti, Dieu merci, les autres se débrouillent. Je crois que c'est au Bénin qu'une femme des médias, de la télévision, avait eu le courage de dénoncer. Mais vous n'imaginez pas les calvaires qu'elle a subis. Je crois qu'il a fallu à un moment donné le soutien du haut lieu pour qu'elle s'en sorte. Sinon, elle était grillée définitivement dans son milieu. C'est pas facile. Résumons-nous pour dire que c'est pas facile. Justin? Oui, c'est pas facile parce que, comme il le dit, c'est pas aussi facile pour ces femmes de dénoncer. Elles se résignent, elles se contentent d'oublier, par la force du temps, d'oublier. Mais on doit poursuivre le travail en sensibilisant aussi tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes. Maintenant, que l'État mette des mécanismes, qu'on mette des mécanismes dans des services où on sent quand même que c'est pas tant, quoi. Qu'on puisse mettre des mécanismes de veille, des mécanismes qui permettent aussi à ces femmes de pouvoir venir parler, de venir s'exprimer, pour dire voilà. Et on peut on peut faire un peu de la médiation. Par le temps, je pense qu'on se contentait parfois de faire de la médiation sur ces aspects. Et puis bon, l'affaire est close comme ça. Mais par rapport à l'état de droit que nous sommes en train de construire, c'est important qu'on respecte les droits et les libertés publiques fondamentales de chacun. En tant que femme, en tant qu'homme, qu'on se respecte. Que si on veut faire des trucs, au nom de la liberté, il faudrait que les gens comprennent aussi que le consentement tacite de la femme, elle est primordiale dans toute relation sentimentale. On ne va pas toujours, parce qu'on a du boulot, on paie à la dame 40 000, 50 000, 100 000, même 200 000, même plus que ça, qu'on doit pouvoir nécessairement avoir les faveurs sexuelles. Ce n'est pas du tout bien pour la dignité humaine. Ce n'est pas du tout bien. Et moi, je pense que nous devons nous réveiller en tant qu'homme grand âge pour dire que non à cela. Parce que ça a créé beaucoup de problèmes aux femmes. Mais si on vous demande le nombre de femmes qui ont subi ces pratiques, c'est des milliers. C'est des milliers. C'est dommage.
Je vais donc terminer sur ça en rappelant ce que disait une femme juge en condamnant un violeur. Quand une femme dit non, c'est non. Il faut le comprendre simplement. Merci beaucoup, Sogoyou Kegewe, d'être passé répondre à nos questions dans cette émission. Justin Badialiwa, merci à vous également d'être passé. Merci beaucoup.